Au nom de l'État, Léopold II s'approprie les terres ni construites ni habitées, soit quelque 99% du pays. Il se taille un beau morceau de forêt vierge, le domaine de la couronne, et découpe le reste en plusieurs portions qu'il loue à des compagnies concessionnaires dont il s'octroie une part des bénéfices. Objectif: acheter le plus possible d'ivoire. Le Congo sera pillé de cette précieuse substance, fournissant jusqu'à la moitié de la production mondiale débarquée à Anvers. Les 5 premières années sont les plus inoffensives pour la population. L'État est encore trop faible pour imposer son autorité et sa terreur. Le cauchemar s'installe après 1890, lorsque le boom du caoutchouc explose dans le monde entier. Pour Léopold, c'est un don du ciel. À l'époque, ses caisses sont vides et le Congo frise la banqueroute 6. Mais ces forêts regorgent du caoutchouc sauvage, ce bois qui pleure, et qui fera couler tant de larmes aux populations contraintes de le récolter pour payer à l'État un impôt en nature. Fondé sur le travail forcé, le système congolais exige d'être militarisé. Dès 1885, Léopold crée la force publique. Cette armée coloniale, composée de volontaires puis de recrues non consentantes, comptera jusqu'à 10 à 9 000 gradés et soldats répartis dans plus de 300 postes militaires 7. Chaque compagnie concessionnaire dispose de sa milice, les sentinelles. Le Congo n'est pas la source d'un commerce authentique. À Anvers, les navires, débarquant ivoire et caoutchouc, repartent avec des caisses d'armes et de munitions. Rien ne rentre au Congo en paiement de ce qui en sort. En clair, il s'agit d'une politique esclavagiste. Léopold pressure le pays sans le développer. Les récolteurs et les porteurs du caoutchouc s'épuisent en marche forcée dans la forêt pour satisfaire les quotas imposés, pendant que les femmes sont souvent gardées en otage, voire violées. Gare à la moindre incartade! La chicotte mouline dans les mains du capitat, le contremaître africain, et flagelle les corps sanguinolents. Avec les récalcitrants, pas de quartier. Le village est rasé, son chef enterré vivant, la récolte incendiée, les otages sont affamés, les fuyards poursuivis. Une dizaine de rébellions contesteront, ici et là, l'autorité de Léopold. Elles seront écrasées par de véritables expéditions punitives. Un régime d'épouvante que résume le romancier Mario Vargas Llosa. Soldats et miliciens de la force publique étaient avides, brutaux et insatiables, s'agissant de nourriture, de boissons, de femmes, d'animaux, de peaux, d'ivoire et, en somme, de tout ce qui pouvait être volé, mangé, bu, vendu ou forniqué. Au tournant du siècle, la campagne obstinée conduite par deux nobles esprits britanniques, le journaliste Edmund Deney Morel et le diplomate Roger Casement, produit enfin ses effets. Léopold est obligé de nommer en 1904 une commission d'enquête, laquelle, à son vif déplaisir, recueille de nombreux témoignages accablants. Il tergiverse encore, puis lâche prise en 1908, un an avant sa mort, en cédant le Congo à la Belgique. Mais pas question d'en faire don. Il le lui vend, au prix fort, et en chargeant son pays d'une partie de ses propres dettes. Je leur donnerai mon Congo, avait confié Léopold à un aide de camp, mais ils n'ont pas le droit de savoir ce que j'y ai fait. La plupart des archives de l'État du Congo partiront donc en fumée, sur ordre du roi, comme celles conservées en terre africaine. Combien ce régime cruel a-t-il fait de victimes? Selon une estimation approximative, les assassinats, la famine, l'épuisement, la chute du taux de natalité liée à la dissolution des familles et surtout les ravages des pandémies, comme la maladie du sommeil, auraient, sous le règne de Léopold II, réduit de moitié la population du Congo. Prenons une pause et lisons Gaza ou Service de la vie sur Apple Books pour voir combien jusqu'à maintenant les humains continuent à gémir et à souffrir ensemble. Hiroshi, mon ami. Antoine. Kasongo!